Il s'est passé quelque chose ce 30 juin 2018. Alors que l'Argentine mène 2-1 face à la France en huitième de finale de la Coupe du Monde de football, Benjamin Pavard entre dans la légende du sport à la faveur d'un but inoubliable, le plus beau de la compétition. Mais surtout, il s'inscrit dans la mémoire collective des téléspectateurs présents ce jour-là devant leur écran, et pas uniquement grâce à la perfection de son geste. Il s'est passé quelque chose ce 30 juin 2018. Le temps s'est arrêté. Aussi près puisse-t-il être du ballon à une seconde de sa frappe, Pavard, pour 12 millions de Français, n'existe pas à ce moment-là. Aucun d'eux ne pense à lui et il est lui-même hors champ, échappant au cadre d'une caméra qui perd sa stabilité devant la vitesse du centre, et à la focale trop longue pour pouvoir visualiser le défenseur. Le ballon de Lucas Hernandez va-t-il être intercepté par un adversaire et mettre fin à l'action? Un joueur français va-t-il pouvoir tenter sa chance mais envoyer le ballon dans les tribunes? Ou bien, est-ce qu'un bleu va réaliser cet exploit qui façonne les légendes, en réalisant la frappe parfaite? De cette incertitude, née de la représentation télévisuelle du match, donc du cadre auquel il est circonscrit, vient le plaisir incroyable d'un but surnaturel, puisque succédant à une suspension mentale du temps et venant, littéralement, de nulle part. Un plaisir nécessairement différent de celui des spectateurs présents sur place, et ayant eu tout le loisir d'apprécier le placement des joueurs à cet instant. Pour eux, Benjamin Pavard a marqué un but exceptionnel. Pour les téléspectateurs français, le défenseur est descendu du ciel tel un ange venu accomplir un miracle, et ce sentiment, la configuration X d'une caméra à un moment T, l'a transcendé. Contrairement à d'autres sports de ballon, comme le rugby ou le foot américain, fait de séquences régulièrement interrompues, le football repose sur un jeu continu et un rythme qui lui sont propres. Et parmi tous les plaisirs qu'il peut offrir, il n'est jamais plus beau que lorsque ses œuvres parviennent justement à s'affranchir de l'espace et du temps. Un caractère fantastique qu'une combinaison providentielle d'enjeux et de mise en scène peut favoriser. Peut-être plus que tout autre sport collectif, le football est donc un spectacle propre à toucher l'imaginaire et à ses tonnes, en fait un terreau fertile à la représentation artistique. Des tableaux de Nicolas Destel au documentaire d'Emmanuel Lebert et Théo Schuster, suivant les joueurs de l'équipe de France jusqu'à leur victoire finale en 2018, en passant par les itérations vidéoludiques annuelles de FIFA, les multiples comédies bien de chez nous et tant d'autres, la réappropriation du foot par l'art n'a eu de cesse d'évoluer au gré de la popularité et de la médiatisation croissante de ce sport. Rares sont pourtant les créations ayant voulu, ou su, s'y intéresser en tant que telles. Si l'effervescence des corps, la maîtrise technique, la performance physique ou la frénésie des actions sont parmi les éléments qui en font l'essence, il reste complexe à restituer. Très peu peuvent donc se targuer d'y être parvenus avec succès. Moins encore, d'avoir marqué des générations entières à l'échelle mondiale. La Coupe du Monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Et oui, parce que le ballon, il roule tout seul si tu veux. Comme tout ce qui déchaîne les passions, le foot n'échappe pas au pire poncif de la part de ceux qui ne s'y intéressent pas, mais souhaitent à tout prix en parler. Comme tout le monde, vous savez donc que le football consiste à courir après un ballon. Un contresens absolu, puisque la maîtrise du foot réside précisément dans la capacité à contrôler le ballon, l'orienter, le dominer, l'emmener et l'envoyer où, quand et comme on le désire. Du haut de ses 21 ans, Yuichi Takahashi l'a très bien compris. 3 ans après s'être pris de passion pour le foot en découvrant la Coupe du Monde 78 à la télévision, l'auteur décide de réaliser un manga sur le sujet, à une époque où les médias s'intéressent plutôt au baseball, le sport roi, à l'époque sur l'archipel. S'en suivront de nombreuses suites et adaptations en tout genre, qui participeront au succès générationnel et mondial du manga, contribuant à faire connaître le football au Japon, et allant jusqu'à créer des vocations chez les plus grands footballeurs actuels. Et pour cause, avec ses joueurs défiant la gravité, ses gestes techniques improbables et la fougue de sa mise en scène, Captain Tsubasa nous offre toute une imagerie d'un football fantasmé, ardent et au rythme ininterrompu. Sa vision du sport serait alors comparable à celle du football total, initié par les Hollandais au début des années 70, soit un football résolument tourné vers l'offensive et la maîtrise du terrain, du fait de postes polyvalents où chacun se doit d'attaquer et de défendre pour créer le surnombre. Les bases de la fascination suscitée par le manga se trouvent là, dans un football idéalisé, faisant du jeu le moteur du récit. Ainsi, les fautes sont rares, les hors-jeux se comptent sur les doigts d'une main, les coups francs, les corners et les touches sont quasi inexistants, et vous ne verrez guère qu'une ou deux sorties de but en 37 volumes. Ce qui constitue les interruptions du jeu dans la réalité sont réduites à portions congrues dans le manga. Présentes, elles tendraient certes à lui donner un semblant d'authenticité, mais remettraient surtout en question les capacités extraordinaires des personnages, et mettraient à mal la crédibilité d'une technique précisément hors du commun. Même les nombreuses blessures qui émaillent les matchs n'ont pas la moindre incidence sur le déroulement de la partie. Les joueurs peuvent tout à fait combattre avec une maladie cardiaque ou une jambe cassée.
Et par extension, les matchs se déroulent essentiellement sans arbitre, qui n'intervient qu'à de très ponctuelles occasions, et principalement pour siffler le début et la fin des matchs. Les joueurs semblent être en totale autonomie, et acquièrent une aura surhumaine, à plus forte raison qu'il s'agit d'élèves de primaire et de collège durant la totalité du manga, provoquant inévitablement l'admiration des jeunes lecteurs. Ce qui intéresse Takahashi n'a trait qu'au jeu, et aux sensations qui en émanent. Avant même que les fabuleuses techniques des joueurs n'achèvent de nous émerveiller, Captain Tsubasa est donc un manga au rythme frénétique, à l'énergie foisonnante et au dynamisme permanent, en écho à des joueurs qui ne pensent à rien d'autre qu'à jouer et gagner. Et en cela, il est l'un des seuls qui parvient à capter et à mettre en page un état mental bien connu des sportifs. Cet état, c'est le flow. N'importe qui ayant un jour passé un après-midi à taper dans le ballon entre potes a déjà expérimenté le fait de se retrouver au crépuscule sans avoir vu le temps passer. Il aura jusque-là été aspiré par le temps et puis accomplir quelques miracles physiques et efforts inhabituels, naturellement provoqués par la volonté d'épater les copains, l'exaltation d'un but ou le simple plaisir du jeu. Il aura ainsi pu toucher au flow, cette étape psychologique née d'une implication absolue dans une activité tellement satisfaisante en elle-même et tellement maîtrisée que tout ce qui lui est annexe disparaît, jusqu'à la conscience du temps et de soi-même. Le choc fut grand à ma lecture de Captain Tsubasa. Les personnages de la première série animée me paraissaient être des joueurs surhumains dans un monde qui n'existe pas, et cela me faisait déjà rêver. Ceux du manga étaient au contraire des divinités qui s'invitaient carrément chez moi. Des êtres transcendant l'espace et le temps au gré du chaos ordonné que constituait le découpage de Takahashi. Loin, très loin des gamins faisant du surplace en courant sur un stade de 6 km de long dans l'animé. Bien sûr, la temporalité brouillée propre aux médias contribue à cela. La durée d'une action dépendra de chaque lecteur, dans une convention que ces derniers acceptent tacitement. Des personnages témoins viendront régulièrement étirer le temps au fil de leur réaction, de même que la taille des cases variera selon l'importance que le mangaka veut donner à telle ou telle phase. Une mise en scène similaire de tome en tome, jouant sur le temps de lecture d'une image et lui associant de fait la temporalité de ce qu'elle met en scène. Mais c'est un b.a.-ba dont Takahashi ne se contente heureusement pas. S'il veut atteindre ce flow, ce n'est pas le temps qui doit lui importer, mais la valeur de ce temps, le sens qu'il va donner à celui qui le vit. En l'espace d'une quinzaine de pages du tome 10, Hyuga va enchaîner 3 tirs en dehors de la surface de réparation, tous séparés entre eux de quelques pages. Le premier occupe les 2 tiers d'une double page, le deuxième les 2 tiers d'une seule, le dernier le coin supérieur droit. Compte tenu de leur taille et prise indépendamment de leur contexte, elle tendrait donc à indiquer que chaque frappe est moins dangereuse que la précédente, et ne révélerait rien d'autre que l'inefficacité de l'attaquant. Il y a pourtant plus que cela. Hyuga a beau sembler toujours aussi énervé du fait d'une gestuelle identique, ses frappes finissent par occuper autant d'espace sur les pages qu'une banale passe. Par leur succession, leur configuration et leur proximité, parce qu'elles rendent les tirs anecdotiques, les cases installent le lecteur dans une routine qui rend impossible le moindre suspense. En l'impliquant moins émotionnellement, Takahashi le pousse à une lecture détachée, créer une sensation d'ennui poli. C'est précisément ce sentiment qui intéresse le mangaka. Par ce biais, il nous place dans la peau de Wakabayashi en nous faisant partager sa lassitude face à des ballons tirés hors de la surface. Le procédé permet ainsi à Takahashi d'appuyer définitivement la sérénité et l'immense talent du portier dans l'esprit de son lectorat, dont la réaction émotionnelle sera d'autant plus décuplée lors des buts qu'il encaissera inévitablement. Tout cela grâce à 3 cases dans lesquelles il n'apparaît même pas. L'arrivée du dernier tir, décomposé en 3 cases verticales sur une page entière, n'exprime ainsi pas tant sa lenteur que le point de vue de Wakabayashi, dont la réactivité dépasse l'entendement. La vitesse de la frappe, que l'on sait extraordinaire, est ainsi parasitée par l'appréciation mentale d'un personnage qui vit dans sa propre temporalité, et que la mise en page de Takahashi nous permet de ressentir. Le même type de décomposition du mouvement qui servira, au contraire, à appuyer la vitesse extrême d'un geste, à l'image de ces nombreuses postes-clés au sein d'une même planche, ou de cette série de clichés sur pellicule exprimant l'idée d'une frappe si rapide qu'elle échappe à l'œil humain. Selon le contexte, ces mêmes postes-clés pourront tout aussi bien prodiguer au lecteur le sentiment de virtuosité du tireur, si maître de son geste qu'il faut bien en décomposer le mouvement pour pouvoir en contempler la beauté. Exprimer la brièveté du temps diégétique en étirant le temps de lecture, dans un paradoxe nous transmettant mieux que jamais l'état d'esprit et la maîtrise des joueurs. Ces partis pris sont légion et caractérisent en partie l'état de flow vécu par les personnages. Pour eux, le temps n'a plus cours, ils fusionnent avec le présent, échappent à une appréciation concrète de la réalité. Un présent porté par la force du passé à la suite d'un flashback rappelant les efforts fournis, dilué par la grâce d'un soleil incarnant les espoirs d'une carrière, ou suspendu à un regard tourné vers l'enjeu de toute une vie. Les personnages sont ainsi très majoritairement cadrés de face, à l'opposé des buts vers lesquels ils se dirigent.
Ces derniers sont hors champ, ils sont un ailleurs à atteindre, situés au même endroit que les yeux du lecteur, qui communiquent par conséquent avec ceux des joueurs qui se dirigent vers lui. Se joue alors l'importance de ce regard, cette fenêtre sur l'âme affichant les efforts, la frustration, la volonté, les sentiments des personnages, bref, leur humanité. Comme si ces derniers défiaient cet au-delà, ce lecteur qui ne peut empêcher leur avancée, comme s'ils tentaient de sortir du cadre, donc de leurs conditions de personnages humains, rendant ainsi compte de leur force et de leur détermination au gré des fortes perspectives imprimées par Takahashi. Les cadrer de face, c'est aussi laisser le ballon au premier plan et donner l'impression de le faire sortir des pages au moment des buts, tel l'accomplissement de joueurs qui font justement tout pour repousser leurs propres limites. Ce n'est probablement pas un hasard si lors de passages ponctuels, le regard des joueurs nous est dissimulé, exprimant la perte du sentiment de conscience de soi caractérisant le flow. Il en est ainsi de Wakabayashi réalisant l'arrêt d'une vie, ou de Tsubasa sur un tir victorieux en finale, comme s'il mettait son humanité elle-même dans le ballon, qui finira d'ailleurs par déchirer les filets et s'envoler vers le soleil, dans un acte surnaturel, manifestation symbolique de son nom, qui signifie elle, de sa victoire finale et de l'embrassement total de sa nature, quelque part entre le surhomme nietzschéen et la divinité. L'une des définitions communément admises du dieu est celle d'un être supérieur à l'humanité, sur laquelle il peut exercer un contrôle et dont il peut exaucer les prières à son égard. Il peut naturellement entrer en conflit avec d'autres dieux et peut aussi se voir doté d'attributs particuliers. C'est le cas de Mizuji ou de Matsuyama, capables de manipuler les êtres humains ou de prédire l'avenir. Par son découpage, Takahashi exprime clairement l'immédiateté et la force de leur influence. Il en va de même pour Yuga, dont la puissance est telle qu'elle défie la nature elle-même. Et parmi tous les autres, il y a bien sûr Tsubasa, capable d'assimiler les capacités de ses adversaires et régulièrement qualifié de surhomme par ses coéquipiers et ses supporters, dont les encouragements et les espoirs placés en lui sonnent comme des prières pour leur salut. Leurs coéquipiers seraient en quelque sorte leur création. Ils leur sont inférieurs en tout, n'ont qu'un talent ordinaire, n'existent qu'en tant que groupe et par leur rapport à eux, et se sacrifient constamment à leur profit, ce qu'incarne magnifiquement Ishizaki, dont les principaux faits d'armes consistent justement à se prendre des ballons dans la tronche. Ce sont ces divinités qui les motivent, les inspirent, les dirigent, les fait évoluer. Captain Tsubasa narrerait ainsi le combat de dieux du foot venus s'affronter sur Terre, transcendant la fragilité et l'humanité de leur enveloppe corporelle pour servir de modèle spirituel au monde. Mizuji vaincra une maladie cardiaque quand Wakabayashi, Wakashimazu ou Tsubasa joueront régulièrement avec un poignet, une épaule ou une cheville blessée. La transcendance donc, attribut de Dieu par excellence dans l'acceptation religieuse du terme. Les attributs ne manquent de toute façon pas, qu'ils soient animaux, aigles, faucons, tigres ou phénix, matériels, sabre et hachimaki, ou éléments naturels, le feu et la neige. Si Tsubasa connaît rarement la défaite, c'est peut-être parce que son principal attribut reste le ballon, celui-là même qui lui sauva la vie au début du manga, dans ce que l'on appellerait vulgairement un miracle. Un fait extraordinaire, sans autre explication que celle d'une intervention divine. Le ballon est mon ami, répète-t-il d'ailleurs ad vitam, dans une croyance presque animiste. Mais si le ballon a une âme, c'est d'abord celle qu'il lui insuffle par son talent. Sous couvert des codes bien connus des shonen, Yoichi Takahashi confère progressivement à Captain Tsubasa une ampleur mythologique fascinante, que renforce un découpage au rythme intense, les équipes se rendant coup pour coup en laissant l'issue toujours incertaine. Comme elle, le lecteur plonge dans cet univers dans une sorte de flot littéraire grisant, en maîtrise tellement les codes qu'il finit par zapper les nombreuses cases paraphrasant l'action en cours ou s'attardant sur les pensées d'un personnage secondaire qu'il sait anecdotique, sautant d'une case à l'autre en oubliant volontairement celles qu'elles encadrent, sans jamais, pourtant, perdre le fil du récit. À tel point qu'une impression subsiste. L'espace dans lequel se déplacent les personnages n'existe pas. C'est une autre conséquence du cadrage de face des personnages. Cela met en exergue le fait que les arrière-plans du mangaka, lors d'actions intenses, se limitent majoritairement à un blanc immaculé ou à l'abstraction des trames. Dans le tome 9, une case suffit pour qu'une avalanche de tacles bloque les joueurs à l'origine du coup d'envoi, alors qu'ils auraient dû logiquement les voir arriver. Mais on l'a dit, dans Captain Tsubasa, le temps en lui-même n'existe que dans les limites d'un début et d'une fin de mi-temps, ou d'un match. Subsiste essentiellement une succession de temporalités propres à chaque joueur, ayant pour effet direct d'étirer l'espace séparant les uns des autres, comme on a pu le voir avec Wakabayashi, ou au contraire, comme ici, de le supprimer. La composition de la case et les perspectives imprimées par Takahashi vont isoler les personnages en possession du ballon, par effet de surcadrage. Avancer leur est donc impossible, mais surtout, les lignes de vitesse et les onomatopées inondent le reste du cadre. L'arrière-plan, donc l'espace diégétique, n'existe pas, suggérant inconsciemment au lecteur qu'une passe en arrière est tout aussi inenvisageable. Yoichi Takahashi va bien sûr voir dans ses procédés de mise en page un vecteur de suspense idéal.
Si dans l'esprit du lecteur l'espace n'existe pas, rien n'empêche ainsi Wakashimazu de rattraper un ballon qui fuyait derrière lui vers les buts, ou de faire se téléporter certains joueurs en défense, quand déjà ce n'est pas leur rôle, et qu'ils étaient à l'autre bout du terrain 2 pages plus tôt. Takahashi pousse la notion de football total à son paroxysme, dans la mesure où les personnages peuvent être à la fois partout et nulle part, délaissant certains pour mieux les faire intervenir à la manière d'un Deus Ex Machina. Don d'ubiquité, émancipation de l'espace et du temps, plutôt logique pour des divinités. Mais surtout, pour des joueurs si impliqués qu'ils semblent fusionner avec le foot lui-même. Certaines images sont particulièrement évocatrices à cet égard, comme dans le tome 11. Lors des prolongations, l'état de flow est tel que le terrain n'a définitivement plus de limites. Il devient littéralement façonné par les espoirs, les efforts et les tensions de chacun. Façonné également par un temps paradoxal, à la fois suspendu du fait d'un suspense insoutenable, et s'écoulant inévitablement jusqu'à une fin de match imminente. Chez certains mangaka, on évoquerait leur talent à jouer avec le hors-champ. Mais dans Captain Tsubasa, peut-on décemment parler de hors-champ dès lors que la perception du champ reste elle-même toute relative ? Lorsqu'il évoque le but de Benjamin Pavard, Didier Deschamps dit que celui-ci a été touché par la lumière. Dans Captain Tsubasa, cette lumière est peut-être celle du soleil, largement associée au ballon lors d'un arrêt à contre-jour ou d'un retourné acrobatique. Ainsi fonctionne le manga, qui s'émancipe bien vite de ses bases dites réalistes pour mieux atteindre l'épiphanie. Car c'est bien un football pratiqué par les dieux qu'il nous présente, du floatball, de ceux que l'on se plaît à jouer dans nos fantasmes lorsque l'on s'imagine planter un ciseau dans la lucarne devant 80 000 spectateurs en finale de Coupe du Monde. S'ils sont des dieux du foot, Takahashi en a surtout fait les dieux de notre imaginaire. Ces élus si fascinants qu'ils ont fini par dépasser leurs conditions de personnages pour faire pleinement partie de nous en tant qu'immortels. Et nous permettent à nous aussi, simples humains, de pouvoir un peu toucher de leur lumière.